Bonsoir, bienvenue à cette session sur l'optimisation convexe. On va parler aujourd'hui d'abord de la descente de gradient et par la suite on va aborder la méthode de Newton. Je rappelle le cours précédent, une fonction convexe c'est une fonction comme celle que vous avez à gauche. D'une manière intuitive, on peut dire que si on laisse tomber une goutte d'eau sur le graphique de la fonction, ça va tomber vers le point de minimum. Donc ici, θ, la variable s'appelle θ, la fonction s'appelle j. À droite, vous avez une fonction non convexe. Là, c'est plus difficile à optimiser. Nous, dans ce cours, on va se focaliser sur les fonctions convexes. D'une manière encore plus générale, une fonction convexe, elle respecte aussi la propriété que, regardez, à droite vous avez une fonction convexe, à gauche une fonction concave. Elle respecte la propriété que le point qui minimise la fonction, c'est un point pour lequel la dérivée vaut 0. Ou en plusieurs dimensions, on dit que le gradient vaut 0. Donc, d'une manière analogue, si la fonction est concave, comme à gauche en rouge, ça veut dire que la dérivée au point de maximum c'est 0, ou en plusieurs dimensions, le gradient vaut 0. On va voir plus tard ce que ça veut dire exactement le gradient, mais ce qui est très intéressant avec la descente de avec la descente de gradient, c'est que c'est une méthode qui se généralise très très facilement d'une dimension à plusieurs. Et la fonction est convexe aussi, on a parlé la dernière fois, si la deuxième dérivée est positive. Si jamais on passe en plusieurs dimensions, on dit que la matrice hessienne doit être semi-positive définie. C'est une condition plus technique qu'on va regarder plus tard, mais pour l'instant, on va regarder de manière intuitive comment les choses se passent. Imaginons une fonction de plusieurs variables. Toujours les variables s'appellent θ, comme celle-ci. Et on va regarder, c'est une fonction dérivable. Et la valeur θ étoile qui minimise la fonction est celle qui est indiquée. Comment ça marche la méthode du gradient? Le problème c'est que lorsqu'on démarre un algorithme implémenté sur ordinateur, au début on connaît rien sur la fonction, donc on a cette fonction là, mais l'algorithme il n'est pas capable d'avoir cette vision là. Pour l'algorithme au début tout est noir. La seule chose que l'algorithme peut faire, c'est de investiguer, de regarder sur des points particuliers la valeur de la fonction et aussi la valeur de la dérivée du gradient. Ici on est en plusieurs dimensions, donc on peut regarder comme ça. Et la méthode de gradient démarre avec un point aléatoire, θ0. Ça peut être celui-ci. Qu'est-ce qu'il voit l'algorithme? Il voit la valeur de la fonction et le gradient. Mais il peut démarrer d'ici ou d'ici. S'il démarre d'ici, il calcule le gradient ici. Et le gradient donne une direction. C'est la direction qui fait descendre la valeur de la fonction le plus vite possible dans un petit voisinage du point de départ. Donc une première chose qu'on pourrait faire une fois qu'on a démarré de θ0, c'est de tout simplement bouger de θ0, avancer de cette valeur-là. On avance le long du gradient, comme vous voyez sur cette figure. Regardez le gradient aussi, il est visible ici. Et on avance de θ0 vers θ1 comme ça. Mais ce qui se passe pour que la méthode soit pratique, on avance de θ0 vers θ1, mais le gradient il est multiplié par une constante. Moi je vais l'appeler la longueur de pas. Peu importe la notation, ici c'est une lettre grecque nu, c'est la longueur de pas. Donc l'algorithme il passe de toute façon de θ0 à θ1 et par la suite à l'itération k
y compris à la deuxième itération affichée sur ce dessin, la fonction peut avancer sur la base du même mécanisme le long du gradient évalué dans le point θ1. Voilà, et en fonction de la valeur de la longueur de pas, il peut aller soit très loin sur la direction du gradient, soit juste un peu. Bon, la méthode la plus naïve peut garder une valeur de pas de, je sais pas, 0,1, une valeur fixe. Une méthode plus intelligente, elle peut regarder à chaque fois qu'est-ce que se passe si on avance le long du gradient, qu'est-ce que se passe si on avance jusqu'ici, et on regarde la valeur de la fonction, c'est 0,50. Plus tard, si on avance jusqu'ici, on regarde la valeur de la fonction vaut tant. On peut prendre en fait plusieurs points sur la direction du gradient et on choisit le point qui nous intéresse. Bon, c'est une des deux manières de résoudre le problème. Donc une autre manière de le présenter, donc c'est la même chose que dans l'image précédente d'une certaine manière, en tout cas au niveau intuitif, mais cette fois-ci on le voit pour une fonction d'une seule variable. C'est d'une certaine manière très clair, mais sachez que tout ce qu'on voit ici se généralise à plusieurs dimensions. On a cette fonction f en rouge qu'on veut minimiser, elle est convexe. On a le point de départ, x0 initial, ce point noir très très bien marqué. Vous avez par là un point, cette ligne-là, c'est la dérivée. Si on était en plusieurs dimensions, ça aurait été le gradient. Le gradient, c'est l'hyperplan qui touche d'une manière tangente la fonction. Voilà, et après un premier pas, on arrive à x1. Après un deuxième pas, on arrive à x2. Et ça continue comme ça jusqu'au moment où on atteint un point minimal. Il y a un petit détail, c'est peut-être de point de vue numérique difficile de trouver vraiment le point minimal exact, mais quand on se rapproche du point minimal, la valeur de la dérivée ou du gradient devient proche de 0. Et quand on trouve que la valeur de la dérivée ou la gradient est très 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 petite, presque 0, on peut s'arrêter. Donc on peut arrêter la méthode si on voit que la dérivée est presque 0. Parce que comme je l'ai dit précédemment, pour une fonction convexe, la valeur minimale d'une fonction convexe respecte la propriété que le gradient ou la dérivée, si on est en une seule dimension, est 0. Donc vous voyez comment ça marche cette méthode-là, sur cette figure-là. Ici vous avez un autre exemple où on a une autre fonction à minimiser, on part de gauche de ce point-là x0 et pareil, on avance le long du gradient, mais ici on voit un peu mieux la direction de la dérivée ou du gradient et on voit aussi, on peut se poser cette question, j'avance sur quelle longueur? Si ça c'est le gradient, dans ce cas-là j'ai avancé jusqu'ici, mais j'aurais pu m'arrêter à mi-chemin. Mais voilà, pareil, on passe de x0 à x1 et x2 et comme ça, de manière itérative, ça converge vers un point de minimum, vers le point de minimum. Bon, à cause de cette question de longueur de pas, on peut avoir une descente de gradient si on est en plusieurs dimensions. Regardez, je pars d'ici, ça c'est x0, le gradient il est indiqué par cette flèche-là, si vous voulez. On peut arriver ici, ça peut tourner comme ça, on va voir ça plus tard. Parce que des fois, si on va trop loin sur la direction du gradient, on peut en fait dépasser le point de minimum. Je vais donner des exemples plus tard. Et là, je donne l'algorithme du gradient d'une manière plus formelle. Donc, on se donne un point de départ initial x0 dans l'espace réalisable. Il y a un seuil de tolérance dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le seuil de tolérance utilisé pour dire
sur ce point-là, la dérivée, elle est presque zéro. Je peux considérer que le gradient, il est zéro. Donc, l'algorithme du gradient définit une suite d'itérés x1, x2, x3 jusqu'à ce qu'un test d'arrêt soit satisfait. Il passe de xk à xk plus 1 par les étapes suivantes. Donc, le premier point peut être tiré aléatoire. La première, on calcule le gradient. Donc, j'ai écrit ici en rouge, dans cette boîte rouge, que si on est à une seule dimension, si vous maîtrisez pas trop la notion de gradient, vous imaginez cette chose-là comme si c'était en une seule dimension et en une seule variable, et vous remplacez la notation de gradient avec f', qui est la dérivée. L'algorithme marche vraiment de la même manière si c'était en une seule dimension ou en plusieurs. Donc on calcule la dérivée ou le gradient. On regarde si jamais le gradient il est presque zéro. Donc si on est en une seule dimension, on regarde la valeur absolue de la dérivée. Ça peut être plus ou moins 0,00 quelque chose, mais ça peut être positif ou négatif. Et on s'arrête si c'est presque zéro. Si jamais c'est un gradient, ça veut dire des dérivées en vecteur en plusieurs dimensions, on calcule la norme 2. Par la suite, on calcule le pas alpha k. Ici, il s'appelle alpha k. La longueur de pas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un choix qui dépend du problème. La bonne valeur de alpha k, en fait, elle est déterminée, à mon avis, une fois qu'on a implémenté l'algorithme. On le voit comment ça s'exécute. Et c'est que l'expérience pratique qui peut donner la meilleure, qui peut nous donner les moyens de trouver la bonne valeur de alpha k. Mais bon, quel que soit le pas choisi, à l'itération, on passe de xk à xk plus 1 par le fait qu'on avance le long du gradient, et la formule, vous l'avez ici. Okay. Je vais donner plus de détails sur l'importance de ce pas-là. Qu'est-ce que se passe si le pas il est trop grand? Regardez, je peux démarrer la méthode du gradient de ce point-là et j'avance le long du gradient sur cette distance-là. Ok, ça me conduit ici. Si par la suite, je descends le long du deuxième gradient jusqu'ici, je suis allé de l'autre côté du point minimal, j'ai sauté par là. Et par la suite, je peux aller trop loin sur le gradient. Et j'arrive ici et je retombe sur ce point-là. Donc, sur cet exemple-là, si vous regardez, si je pars de ce point-là, si je vais trop loin sur le gradient, je tombe à droite, après je retombe à gauche. Je retombe à droite, je retombe à gauche. Donc, faire fonctionner cet algorithme en pratique, des fois, c'est un peu... des fois, il faut faire attention, il faut regarder comment l'algo tourne, et il faut bien régler les paramètres pour le faire fonctionner en pratique. Mais si vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'ici, vous êtes déjà armé pour pouvoir implémenter l'algorithme, et le reste peut être calculé, la valeur du pas peut être calculée au niveau de l'implémentation. Donc ça c'est l'algorithme du gradient. Je reviens sur le pseudocode et on va essayer de faire un exercice de calcul pour utiliser cette méthode-là. Ici, je veux minimiser x carré plus 2x. J'utilise le site Derivative Calculator. Vous avez cette fonction-là. Et bon, ce site, il nous permet de nous donner la valeur de f et la valeur de la dérivée à chaque moment. Donc disons que je pars de ce point-là, je suis à x égale moins 4. La valeur de la fonction, vous pouvez même oublier qu'est-ce que c'est f, parce que nous on regarde ça et nous donne les valeurs. La valeur vaut 8 et la dérivée c'est moins 6. Donc à partir de ce point-là, je peux appliquer l'algorithme du gradient. Et donc je vais le dire comme ça. Je vais l'écrire ici, pardon. Donc on est là. Donc
je dis x0 égale moins 4. Et f' de x0, il a trouvé que c'est moins 6. Je pourrais, si je garde une longueur de pas de 1, pour faire simple, je peux dire que x1 vaut par moins 4, j'applique la formule moins le gradient moins 6 égale 4 moins 4 plus 6 et j'arrive à 2. Ok, j'essaye comme ça. Donc x1 vaut 2. Donc je saute de moins 4 à 2. Je me suis placé ici, suivez le graphique. Et là, la valeur de la fonction vaut 8 et le gradient c'est 6. Donc si je continue, ça me donne x2 égale 2, c'est ça, moins 6. Et c'est moins 4. Et je suis revenu au point de départ, qui était moins 4. Donc je suis vraiment tombé dans le phénomène que j'avais décrit tout à l'heure avec cette figure-là. Mais un algorithme intelligent peut comprendre que quelque chose ne va pas, il est capable de voir que ça boucle. Bon, dans la vie réelle, ce cas de figure, il est assez rare, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? On va répéter, mais au lieu, je vais prendre un alpha de 0,5. Ça veut dire que je fais moins 4, moins 0,5 fois le gradient. Ça me donne moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Je regarde la fonction moins 1. Qu'est-ce que se passe ici? Là, j'ai eu beaucoup de chance. Ici, la valeur de la fonction, c'est moins 1 et la dérivée, c'est 0. Donc, l'algorithme s'arrête. Ça s'arrête et c'est bon. Là, j'ai beaucoup de chance avec cette valeur d'alpha. J'essaye alors par la suite pour voir comment ça fonctionne si je mets alpha 0,25. Ou je sais pas, oui, 0... Qu'est-ce que je peux prendre? Pourquoi pas 1 sur 6? C'est plus facile à calculer. 1 sur 6, ça donne moins 4, plus 1, ce qui me conduit à moins 3. Qu'est-ce que se passe avec ma fonction? Quand je mets moins 3, je suis arrivé ici. Moins 3, la dérivée, ok. Ça c'est, x1. Ok, si je trouvais x1 moins 3, f' de x1 égale moins 4. J'applique la même formule. x2, c'est x1. Donc, moins 4, moins 1 sur 6, fois la dérivée, c'est moins 4. Donc, ça me donne moins 4 plus 4 sur 6. 4 sur 6, c'est 2 sur 3. Je vais dire plus 0 point, je vais dire ça. Ce qui me donne moins 3, excusez-moi, c'est pas moi. Ici, x1, je m'excuse, c'était 3. La dérivée, c'était moins 4, mais x1, c'était 3. Ok, donc... je m'excuse pour la confusion, ici c'est x1, ok? x1. La dérivée, vous avez par la suite ici. Donc je fais le calcul, moins 3 plus 0,6, ça donne ça. Je suis arrivé à x2 qui vaut ça. Je mets ça ici et regardez, je me rapproche. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, ok, je mets comme ça, que les choses soient claires. Donc, ça, c'est égal x2. x2, je suis là. Et j'ai f' de x2 égale ça.
Donc x3, ça va être x2 moins. x2 c'est qui? Moins 2, 33, moins 1 sur 6, mon alpha, la longueur de pas, fois la valeur de la dérivée. Tac. Qui me donne ça, pour faire le calcul, j'ai plus, ok, donc plus, ça donne ça, ok, je peux pas calculer ça de tête, je démarre un petit truc qui est capable de faire un calcul, je récupère ça, et j'ai trouvé cette valeur-là. Ok, donc ça c'est x3, que les choses soient claires. Et je plonge cette valeur-là dans ici. Voilà, il s'est rapproché du point minimal. Ok, donc et la dérivée ici, et ça c'est la dérivée, donc j'écris f' de x3 égale, je vois ce qu'il m'a dit, je prends ça. Donc vous comprenez, je me rapproche du point minimal et la dérivée commence toujours à baisser. x4 égale x3, x3 c'est ça. Ok, là je peux aller un peu plus vite parce que ici théoriquement la dernière fois que je fais ça, moins 1 sur 6 fois la dérivée je la récupère ici, donc la prochaine fois je vais plus mettre deux fois moins, je vais juste prendre ça sur 6, ok, avec plus. Et je prends ce calcul-là, je le lance dans le calculateur et je suis là. Ça me donne ça, donc ça c'est x4 pour ne pas oublier. Ok, c'est comme ça que ça avance. Donc là, je prends la nouvelle valeur. Et je la mets ici. La valeur de la fonction, c'est là, et la dérivée, c'est ça. Ok, donc f' de x4 égale... Tac, vous voyez, donc je pense que je vais faire la dernière itération, parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Vous regardez, on n'est pas loin de ce point-là. Je peux zoomer un peu ici. Donc on est vraiment pas loin du point de minimal, mais on va regarder comment ça avance. On est là, x5 égale, je prends la valeur de x4, qui est ça. Pardon, excusez-moi, x4. Plus la dérivée sur 6. Ok, la dérivée sur 6 comme ça. Tac. Ok, on est là. Ça donne ça, donc ça c'est x5 pour ne pas l'oublier. Et pour avoir f' de x5, qu'est-ce qu'on peut faire? On va plonger cette valeur dans le logiciel Derivative Calculator. Et regardez, il a zoomé il a zoomé un peu trop vite. Mais là, vous comprenez, comment dire, regardez. La valeur minimale c'est moins 1. Si vous voulez, je mets ça comme ça. La valeur minimale c'est moins 1. Je suis à 7.
à ce point-là. Oui, la dérivée vaut ça, vous comprenez, la dérivée diminue. Et après x6, disons, la dernière itération que je vais faire, je pars de ça, j'ajoute la dérivée voilà sur 6, je fais le calcul, ça continue de s'approcher, je prends ça, donc ça c'est x6, et on va calculer f' de x6 et ça vaut, pour voir f', je regarde ici, pardon, excusez-moi, oui, tout va bien, mais f', attention, excusez-moi, j'ai fait une faute, il fallait l'écrire comme ça, je m'excuse, oui, je m'excuse, la vraie valeur c'est ça. Erreur de copier-coller. Même le copier-coller ne nous garantit l'exactitude des calculs. Donc, pardon, et je remets ça dans Derivative Calculator. Oui. Et on est là. On se rapproche, on n'est pas loin du point de minimal. Et ici, la dérivée, c'est déjà 0,5. Bon, je pense qu'il n'est plus nécessaire de continuer. Regardez, les points, ça se rapproche de moins 1. Donc on est à moins 1,2. Peut-être que si on fait encore une itération, on va arriver vers 1,11, quelque chose comme ça. Mais ça continue comme ça. Peut-être que cette méthode, elle va peut-être jamais arriver à une valeur de x, k égale 1, exactement 1. Mais comment on sait qu'on peut s'arrêter de faire des itérations? On regarde la valeur de la dérivée. Dès que cette valeur de dérivée se rapproche de 0, là l'algorithme peut s'arrêter. Donc, parce que je reviens sur le pseudocode, c'est cette condition d'arrêt à la deuxième itération. Si la dérivée est inférieure au seuil de tolérance, ça s'arrête. Bonne continuation. Merci d'avoir écouté mon exposé.